Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette première conférence de la journée à laquelle j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants que je vais laisser se présenter très brièvement. Xavier. Bonjour, Xavier Antonio, je suis le président de la société d'investissement 123 Investment Managers, anciennement connu sous le nom de 123 Venture, Venture, pour ceux qui ça évoque quelque chose. Bonjour à tous, Angela Simoni, BPI France, et je suis la directrice régionale du centre d'affaires parisien. Bonjour, Jean-Philippe Cartier, président du groupe hôtelier, propriétaire du groupe hôtelier Collection. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Stéphane Botz, KPMG, je suis associé Corporate Finance. Et bien justement, Stéphane, à vous. En 2017, la croissance du nombre de touristes étrangers dans le monde a connu une croissance de plus de 7%, ce qui est assez exceptionnel et qui est un record. Le deuxième critère et le deuxième paramètre Se rend compte que l'Europe concentre aujourd'hui 51% de ses flux et à peu près 37% des recettes touristiques dans le monde. Le troisième critère, qui a également son importance, c'est que sur le marché français, cette année en 2017, nous aurions normalement accueilli 89 millions de touristes versus 83 millions l'année dernière en période de crise et après les attentats, ce qui démontre une forte appétence sur la destination France et là aussi une croissance de 7% du nombre de flux. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, la croissance du tourisme international est de l'ordre d'à peu près 4,5%, alors que les prévisions d'origine, c'est-à-dire de 2010 de l'OMT, étaient de l'ordre de 3,8%. Donc on voit bien qu'il y a une accélération des mouvements touristiques, que ce soit de tourisme d'affaires ou de tourisme de loisirs. Alors, lorsqu'on en est à ce stade, on s'est interrogé justement dans le cadre de la présentation pour apporter, et justement, alors je vois qu'il y a un titre qui a sauté là-haut, donc c'est pas grave. On voit qu'aujourd'hui, l'hôtellerie, on est passé d'une hôtellerie indépendante des années 50 à une hôtellerie gérée et organisée avec des grands groupes hôteliers, que ce soit Accor, le hôtel intercontinental à partir des années 70-80. Et en fait, il y a eu une mutation qui s'est faite au cours des années 2000, où effectivement, on est passé de cette petite hôtellerie indépendante gérée de manière, on va dire, paternaliste, familiale, à une hôtellerie où il fallait intégrer plusieurs paramètres qui avaient de l'importance, qui étaient la mobilité des voyageurs, qui était l'accès à l'information et le partage d'expériences. Et comme vous avez vu dans le Motion Design qu'on vous a présenté, Booking a 20 ans, Airbnb, ça fait déjà 10 ans que ça existe, donc on voit bien que les révolutions qui ont eu lieu sont déjà passées depuis déjà un certain nombre d'années et sont en train aujourd'hui de s'amplifier dans le temps. Je me demande si on ne va pas faire exploser la salle, vu le nombre de personnes qui est à l'arrière. Et donc aujourd'hui, la révolution, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ces nouvelles attentes des consommateurs qui ont poussé à la création de boutiques hôtels dans un premier temps, à la multiplication des marques lifestyle et aujourd'hui à l'hybridation des concepts. Et donc on est passé d'une notion de proposer des nuits d'hôtel à une notion de servuction où il fallait intégrer l'ensemble des services sur un même site. Alors, lorsqu'on a dit ça, on intègre aussi le fait qu'aujourd'hui, dans cette notion de servuction, il y a des petites révolutions qui ne vous ont pas échappé. On parle bien sûr aujourd'hui de co-living et co-working, on parle de type d'hébergement hybride du type hostels, on parle également de produits qui fonctionnent très bien actuellement, qui sont les monoproduits, ça c'est revenu. Et à titre d'exemple pour les monoproduits, parce qu'on se demande qu'est-ce qui pourrait être assimilé à du monoproduit, très clairement, c'est par exemple du produit de santé Thalasso, c'est du Club Med en montagne, c'est du Center Parcs, et on voit aussi que ce type de produit a vocation à exister et aujourd'hui répond à cette typologie de demande et répond à ces notions de concept. Alors, ce que recherche aujourd'hui le client, avant tout,
c'est de vivre une expérience. Et ça, c'est très important parce que c'est le critère qui va justement guider cette révolution et cette expérience qui devient de plus en plus fluidifiée et sécurisée, puisqu'aujourd'hui, dans la dynamique de multiplication des marques, l'objectif des investisseurs est de 3 ordres: gagner des parts de marché, s'adapter à la demande et au marché de manière spécifique, parce qu'aujourd'hui, un client qui va dans un Novotel un jour peut aller dans un produit totalement disruptif, une auberge de jeunesse ou autre, pour passer un moment de plaisir ou de séjour, de loisir. Donc il n'est pas forcément calé juste sur une marque ou un concept. Il y a aussi le fait qu'il est important de contrer les géants du web. Et une des meilleures manières de fidéliser un client, soyons clairs, c'est de diversifier sa palette de marques et de produits pour justement répondre à cette demande. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à cette révolution qui nous amène à créer cette fluidification et cette sécurisation des flux grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui on voit que des groupes développent déjà ce type de concept. Louvre-Hôtel a ouvert un Golden Tulip à Shanghai par exemple, vous avez l'hôtel Hen à Tokyo, c'est totalement robotisé. Et aujourd'hui le client cherche à vivre son expérience avant, pendant et après. Le avant, soyons clairs, c'est le choix de la destination avec une réalité virtuelle qui lui permet de visiter la chambre en amont ou le lieu en amont de son déplacement et de se faire tout de suite une opinion. Le deuxième, c'est que demain, dans la technologie, je pense que le point le plus sécurisé dans les notions de ce qu'on peut appeler le blockchain, etc., nous sommes sur des paiements certainement sur la base de l'empreinte rétinienne. Après-demain, nous sommes sur des face-checking. Dès que vous rentrez directement dans l'hôtel, vous êtes reconnu. Et dans ces cas-là, vous êtes accueilli directement par le personnel qui n'a plus juste une fonction de réceptionnisme, mais qui est là pour justement organiser votre séjour et faire en sorte que vous soyez dans de l'expérientiel. Et enfin, vous avez accès à la chambre avec l'empreinte digitale et la notion de service qui va se déployer de manière plus forte et qu'on découvre de plus en plus dans le haut de gamme. Alors quand on parle de la force du luxe à la française, on l'était d'abord dans un... sur la base... comment dire, le constat, c'est qu'on se reposait sur des fondamentaux qui étaient des codes assez identifiés et clairs, que sont l'histoire, un sens du service, une offre culinaire d'exception, une personnalisation des séjours, un décorum et bien sûr un prix moyen qui est élevé. Je pense qu'ici, nous sommes sur des prix moyens qui sont certainement supérieurs à 1 000 € la nuitée. Donc ça vous donne un exemple de ce que sont les codes du luxe. Mais les développements de nouveaux codes ont changé de manière, la manière de consommer du luxe. Et aujourd'hui, on est sur un luxe moins ostentatoire, où il faut avoir un storytelling à raconter au client et donc lui faire vivre une expérience. Vous êtes sur la recherche d'une expérience unique. Je vais vous donner un exemple très concret, puisqu'on a travaillé pour le Four Seasons Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un jour, ils ont reçu un monsieur très fortuné allemand. Il a demandé une bière, une purée. En cuisine, c'était la panique, parce qu'il ne savait pas s'il fallait écraser à la fourchette les patates, s'il fallait les broyer, s'il fallait mettre du beurre, s'il fallait rajouter de la crème. Ils ont dû faire 2-3 allers-retours, alors que le client ne demandait qu'une purée simple et une bière. Donc vous voyez, ça s'appelle la nouvelle manière de consommer. Et quand vous êtes dans des gastros, des fois c'est un peu la panique. Maintenant ils ont évolué, ils se sont améliorés, mais c'était un exemple assez anecdotique qui permet de bien comprendre qu'aujourd'hui le luxe n'est plus quelque chose de très ostentatoire. Et aujourd'hui, consommer de l'hôtellerie luxe, ça ne se résume plus à réserver une chambre dans un environnement de prestige, mais dans un lieu qui est complet en termes de prestations. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est important de créer un univers global au client pour justement l'accompagner dans un storytelling qui est maîtrisé en termes d'accompagnement dans le luxe. L'enjeu de demain, justement, c'est de séduire cette nouvelle clientèle, faire en sorte de diversifier les poches ou les différents services qui sont liés au domaine du luxe, parce qu'aujourd'hui, un consommateur ne veut pas aussi non plus forcément consommer tout dans un établissement, d'accord, qu'il soit haut de gamme ou luxe. Il veut peut-être aller juste au spa, juste aller au restaurant, juste passer une nuit, juste prendre un petit déjeuner, juste aller dans le lounge. Et donc aujourd'hui, il est important justement de diversifier cette notion et cette appartenance à ces codes de luxe pour justement répondre à toutes ces typologies de demandes.
Et enfin, dernière slide, comme ça me laissera le soin de passer la main et laisser la parole aux autres intervenants, c'est qu'aujourd'hui, la conséquence justement de cette recherche de diversification, d'hybridation, de création de produits haut de gamme, d'adaptation aux clients, fait qu'aujourd'hui, le marché de la transaction en Europe est très fort, soyons clairs. On l'a vu, on l'a observé sur les 2014, 2015, 2016, que sur la destination France, en fait, on était sur deux typologies de grandes transactions, soit des portefeuilles, soit des trophy assets qui ont vraiment lidé le marché et qui ont eu un impact. Et on voit bien que sur 2017, il y a moins de trophy assets qui se sont cédés sur la place parisienne ou sur la Côte d'Azur ou du côté de Courchevel. Et dans ces cas-là, on voit que ça a eu tout de suite un impact. Alors bien sûr, là, ce ne sont que les transactions officielles. On ne parle pas des petits hôtels qui changent de main tout en allant et que 1, 2, 3 Venture ou BPI peut financer en capacité de fonds propres. Il y a aussi un autre point qui est important quand même, c'est que faire de la transaction et devenir propriétaire d'hôtel, c'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même 2-3 règles à respecter. La première, c'est qu'il faut avoir une expérience professionnelle dans le domaine, et ça c'est très important, et il faut insister sur ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut être à minima accompagné par des personnes qui ont une certaine compétence dans le domaine sur le plan opérationnel. Le deuxième point, c'est qu'il faut des fonds propres. Parce qu'aujourd'hui, venir et croire qu'on peut lever 100% de la dette sur un projet hôtelier, c'est assez compliqué à entendre auprès des institutions bancaires. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est juste pour vous donner justement, faire le lien avec ça et finir sur ça, sur les multiples de transactions, c'est que sur Paris aujourd'hui, mur et fond, quand KPMG vend un hôtel, on le vend entre, allez, je vais faire une fourchette large, entre 7 et 10 fois le chiffre d'affaires. Ça, c'est les niveaux de transactions que nous enregistrons sur Paris. Quand on est en province, on l'est sur les capitales régionales, on l'est entre 3 et 6 fois le chiffre d'affaires selon la qualité des produits. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie appétence sur l'industrie hôtelière, ça devient une classe active à part entière. Il y a du cash, les banquiers, les fonds prêtent de l'argent, mais sous réserve que ces conditions soient respectées. Vous avez vu dans les personnes et les institutions qui financent le secteur de l'hôtellerie, il y a les fonds d'investissement, c'est ce que l'on est, un investment manager, on est un fonds d'investissement, on est un fonds plutôt d'accompagnement. Notre métier n'est pas uniquement d'investir au capital de PME et d'entreprises de pays françaises, mais surtout d'accompagner des entrepreneurs, quel que soit leur secteur, puisque en 15 ans, 1, 2, 3 IM, pour le raccourci, a investi plus de 1,8 milliard aux côtés d'entrepreneurs français dans leur stratégie de développement, de croissance ou de transmission. Il se trouve qu'on a financé à peu près tous les secteurs d'activité. Il y en a un secteur que l'on affectionne particulièrement depuis 7 ans, qui est le secteur de l'hôtellerie. Sur les 1,8 milliard investis ces 15 dernières années, on a investi quasiment à date 250 millions d'euros en fonds propres aux côtés d'entrepreneurs du secteur de l'hôtellerie. On reviendra tout à l'heure avec Angelina sur les critères, les entrepreneurs et les projets qui nous intéressent, pardon. Mais vous avez là un panorama de ce que l'on a fait, tout à l'heure le marché. Ce que l'on a fait, on a accompagné donc, ces 7 dernières années plus d'une trentaine de groupes hôteliers. Alors ça va du primo-accédant qui a de l'expérience dans l'hôtellerie mais qui souhaite développer son premier hôtel à des petits groupes d'hôtels qui ont déjà en portefeuille 20, 30 actifs et qui veulent continuer à accélérer, passer une étape et accélérer leur croissance. On va investir entre 2 et 5 millions d'euros par projet, en sachant qu'on est capable d'accompagner des groupes. Notre plus forte exposition sur un groupe hôtelier de l'ordre de 40 millions d'euros, donc à qui on a accompagné dans le temps sur l'acquisition de plusieurs actifs. On est très diversifié puisqu'on est investi en province à hauteur de 75% et en région parisienne à hauteur de 25%. On est sur tout type d'actifs, tous les entrepreneurs nous intéressent. Aujourd'hui, on est sur un salon Hotel & Lodge, donc plutôt haut de gamme, mais il faut savoir que 30% de nos actifs, les actifs financiers sont des hôtels 4 et 5 étoiles. Néanmoins, 50% des actifs financiers sont plutôt des 3 étoiles qu'on va accompagner. On va accompagner les entrepreneurs dans la transformation et la montée en gamme de ces actifs, j'y reviendrai. Donc voilà, on a un investisseur qui est depuis un certain nombre d'années sur cette classe d'actifs, et c'est important, n'est pas uniquement un fonds d'investissement pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, parce que dans la salle, il y a peut-être des aspirants hôteliers où il y a des groupes confirmés.
On n'apporte pas uniquement de l'argent, j'y reviendrai tout à l'heure sur la structuration, mais on accompagne un savoir-faire, encore une fois, le savoir-faire d'avoir financé 150 actifs aux côtés d'une trentaine de groupes différents. On accompagne dans la structuration, on accompagne dans la réflexion, et tout au long du projet, voilà notre métier d'investisseur hôtelier.